Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin pour vous informer. À la une, la 4e édition du cours national de paludologie à l'Institut régional de santé publique depuis hier. Le renforcement des compétences des acteurs de la santé en droite ligne avec l'exécution du programme national de lutte contre le paludisme focalise les attentions. Réflexions et actions s'étendent à la première semaine du mois de septembre à venir. 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis ce lundi à Cotonou. La session est couplée avec le 30e anniversaire d'existence de l'UEMOA. C'est la deuxième rencontre du genre cette année. Elle est consacrée au budget de l'an prochain, la gestion intégrée des zones côtières et plusieurs autres préoccupations. À la balle au panier, les championnats nationaux amateurs saison 2023-2024 se referment. À Parakou, 56 équipes ont participé à la compétition de basketball en provenance de toutes les contrées du Bénin. L'Institut régional de santé publique, IRSP, accueille depuis hier la 4e édition du cours national de paludologie. La session qui est organisée par le ministère de la Santé, 10 années après la 3e édition, vise à renforcer les compétences des acteurs de la santé. Cela entre dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme. Les travaux qui se tiennent jusqu'au 7 septembre prochain ont été lancés par le directeur national de la santé publique. Le compte-rendu tel que fait par Oulia Tsanoussi. Le cours national de paludologie reprend après 10 années d'interruption. C'est la 4e édition qui est lancée ici à l'Institut régional de santé publique à Ouida. 26 cadres de la santé provenant des 12 départements, dont des médecins, pharmaciens, spécialistes de santé publique, biologistes, y participent sur les 86 qui ont postulé à ce programme. La session est organisée pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le paludisme. Il est important que pour lutter contre une maladie comme ça, que nous ayons des cadres, des ressources humaines avertis pour mettre en place les stratégies. Pour que la lutte soit efficace, il faut que ceux qui la mettent en œuvre soient quand même efficaces aussi. C'est l'opportunité d'informer les acteurs qui sont sur le terrain et les professionnels de santé des nouvelles stratégies qui existent afin qu'ils aient les éléments qu'il faut, la connaissance appropriée pour vraiment mener une lutte relativement vraisemblable pour qu'on aille à l'élimination du paludisme dans notre pays et dans la sous-région. Le paludisme représente un problème de santé publique. Il est donc important de mettre en place un cadre de formation des acteurs, d'où la 4e édition du cours national de paludologie, organisée avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Bill et Melinda Gates. Pour nous, l'élimination n'est pas une utopie. L'élimination est totalement faisable si nous travaillons différemment. La lutte contre le paludisme appelle à une approche multisectorielle et une combinaison d'interventions. L'action de l'OMS est de soutenir les initiatives stratégiques visant à maintenir le déploiement équitable des services de lutte contre le paludisme et d'éliminer cette maladie. Au Bénin, le paludisme demeure une endémie majeure. Malgré les différentes actions menées par le gouvernement, la maladie persiste. Elle représente 46% de motifs de consultation dans les formations sanitaires et environ 50% chez les enfants de moins de 5 ans. Les stratégies qui sont mises en œuvre par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme sont entre autres celles pour assurer le diagnostic, la prise en charge des cas, la lutte contre le vecteur, mais également la communication pour un changement de comportement, pour venir à bout de cette endémie. Les attentes que le secteur et monsieur le ministre placent dans cette formation sont très grandes. Mais je n'ai pas de doute quand je vois le processus. C'est pourquoi j'exhorte les participants à l'assiduité durant les 3 semaines que dureront les différents travaux. La formation qui a démarré le lundi 19 août, 7 modules sont prévus, entre autres, l'introduction à la paludologie, la gestion de la lutte contre le paludisme, la communication et le suivi-évaluation des activités de lutte. Ces cours théoriques seront appuyés par des séances pratiques et des visites de terrain.
Les travaux, je vous l'ai dit, en sommaire de la 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, deuxième au titre de cette année 2024, ont été lancés hier à Cotonou. Au menu de ces échanges, plusieurs sujets dont l'examen du budget 2025 de l'institution, la politique agricole et la gestion intégrée des zones côtières. La cérémonie qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de l'UEMOA a connu la participation de plusieurs parlementaires de la sous-région. Reportage. Pour la 54e fois depuis 1994, les députés et sénateurs du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en session. En plus de l'examen du budget 2025 de l'institution, plusieurs thématiques sont prévues pour être discutées au cours de ces assises. Il s'agit de la première, la contribution de la politique agricole de l'Union à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les États membres de l'UEMOA. Le deuxième thème, l'harmonisation de la réglementation sur la gestion intégrée des zones côtières et marines, adoption des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan et la mise en application des règlements communautaires de l'UEMOA. Troisième thématique, les entraves à la libre circulation et au droit d'établissement dans l'espace UEMOA. Et enfin, quatrième thématique, la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur, défis et perspectives. Alors que l'UEMOA célèbre ses 30 ans de vie, les États membres sont confrontés à d'énormes défis économiques et politiques. De fait, l'UEMOA demeure aujourd'hui, au regard des soubresauts que connaît la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, la seule passerelle de dialogue encore ouverte entre les États francophones de notre sous-région et donc l'instrument privilégié susceptible de relancer l'ensemble de la dynamique d'intégration engagée depuis si longtemps. En tant que parlementaire et me fondant sur l'esprit que nous manifestons dans nos réunions, je puis dire que les membres du CIP n'ont aucune raison de douter de la responsabilité et de la capacité de nos plus hauts dirigeants à faire face à ces défis. J'appelle instamment les plus hautes autorités de nos États qui sont engagées dans la résolution de ces défis à faire tout leur nécessaire pour que les conséquences de ces défis ne soient pas plus étendues. Au-delà des points inscrits au menu de cette 54e session du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les échanges porteront sur les faits d'actualité propres aux États membres de l'organisation. La session prend fin le 28 août 2024. L'Agence nationale pour l'emploi poursuit ses journées d'orientation au profit des élèves et jeunes bacheliers et étudiants. L'étape de Dassazouba a eu lieu à la mairie de la ville. L'initiative informe le groupe cible sur les opportunités de formation les plus porteuses. Elle prend aussi en compte l'appui à la prise de bonnes résolutions quant à la poursuite de leur cursus académique. Cette année, les échanges se déroulent, il faut le préciser, dans plusieurs localités. Imet Hélène Amoussou. La journée est initiée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Elle a réuni autour des organisateurs, des jeunes élèves ainsi que des étudiants. L'idée est de les aider et les accompagner dans leur choix de formation. En tant qu'agence, nous recevons un grand nombre de jeunes mal orientés et qui sont confrontés aux dures réalités du chômage. Parce qu'à la base, ils ont fait des choix peu pertinents. Parfois pas de leur faute, mais par manque d'information. C'est pour cela que aujourd'hui, où nous avons de nouveaux bacheliers qui vont s'engager dans des choix de formation, des choix de filière, nous organisons cette journée pour dire aux jeunes les secteurs porteurs, les métiers demandés par le marché de l'emploi, les besoins des entreprises, les secteurs d'avenir, afin que les choix soient pertinents et que demain, nous ayons moins de chômeurs
et que nous ayons plus de compétences au service des entreprises. Après une première expérience réussie l'année dernière, l'ANPE a reconduit l'initiative. Les échanges se déroulent dans tous les départements du pays avec un accent mis sur 2 pôles de regroupement, à savoir Dassa et Natitengu. À chaque étape, les groupes cibles seront entretenus sur des thématiques ayant trait à l'employabilité, surtout les critères pour mieux s'orienter. Il y a des spécialistes. Donc des entreprises, l'enfant peut toutefois faire visiter, sinon se rendre sur des sites et visiter des entreprises, des métiers de sa localité, se faire informer aussi sur les réseaux sociaux. Il doit chercher à mieux se connaître. Est-ce que ce diplôme-là peut m'aider? Ou encore qu'est-ce qu'il faut? Donc revoir ses capacités. Je suis capable, mais est-ce que j'aime ce métier? Est-ce que j'ai mes intérêts? Est-ce que je peux y aboutir? Ensuite, il doit en discuter avec ses parents. L'étudiant peut s'orienter à partir de quelques critères. Le premier, c'est d'abord son propre talent, ses passions. Il faut en tenir compte. Le deuxième critère, ce sont les opportunités qu'il y a sur le marché du travail. Que demandent les entreprises? Et enfin, quelles sont les opportunités d'avenir? Dans leur développement, les orateurs ont insisté sur le fait que ces jeunes doivent dorénavant faire l'option des métiers porteurs d'avenir. Pour les bénéficiaires, l'organisation de ces journées d'orientation est à saluer. Elles leur permettent d'être mieux éclairés et de prendre de bonnes résolutions. Cette journée d'orientation, ça me permet de faire le choix de mes filières et de bien m'orienter sur le campus afin de ne pas avoir des échecs dans le futur. Moi, je n'ai pas le bac cette année, mais grâce à ma participation aujourd'hui, je suis vraiment orientée. Tout comme à Dassa, de nombreuses autres localités accueillent l'événement. Il va durer quelques semaines. Un phénomène flagrant en société de plus en plus, la prolifération des vendeurs d'illusions. Ce sont des personnes souvent déguisées en guide spirituel ou en coach et qui exploitent les faiblesses et espoirs des autres pour faire du profit. Comment les reconnaître et s'en protéger surtout? Nous en parlons avec divers experts dans ce mini-magazine. Suivez plutôt. Dans un monde où les promesses de succès rapide, de guérison instantanée et de bonheur immédiat sont partout, les vendeurs d'illusions trouvent facilement leur place. Ces personnes, qu'il s'agisse de coachs, de gourous ou de leaders religieux douteux, exploitent les espoirs et les détresses des citoyens pour leur profit. Les vendeurs d'illusions sont experts dans l'art de toucher les faiblesses des gens, utilisant des techniques de persuasion pour s'immiscer dans leur vie au moment où ils sont le plus vulnérables. C'est des gens qui vont dans la plaisanterie. C'est des gens qui vont forcer, entre guillemets, votre sympathie. Le vendeur d'illusions, il a plus besoin d'argent que toi. Donc, lui, il veut ton argent. Il veut ton argent. Alors, pour pouvoir avoir ton argent, il emploie des techniques. Cette eau-là, moi, je fais cette eau-là souvent à 65 000. La dernière fois, j'ai fait à l'autre monsieur, c'était à 65 000. Mais comme je vous ai vu, vous êtes une belle âme, je ne veux pas vous prendre de l'argent. Donnez-moi seulement ce que vous avez là. Et là, c'est une technique de manipulation pour vous amener à vous décider. Peut-être qu'au départ, vous n'étiez pas pour. Mais dès qu'il dit comme ça, vous dites, mais donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai un 5 000 francs quelque part, j'ai un 10 000 francs quelque part. Et vous donnez le premier pas qui vous amène maintenant à avancer chaque fois. Les vendeurs d'illusions profitent de nos faiblesses et de nos rêves en promettant des solutions simples à des problèmes complexes. Dans une société pleine d'incertitudes et d'inégalités, beaucoup cherchent des solutions rapides et miraculeuses. Les problèmes familiaux, c'est un des facteurs importants. Des gens qui ont des soucis, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, les femmes qui cherchent un mari, les femmes qui cherchent des enfants. La question de la sorcellerie aussi, c'est un facteur important qui pousse les gens souvent à s'exposer à ce type de pratique ou à ce type d'endormissement qu'on observe surtout dans les sociétés africaines. Mais il y a surtout la recherche du gain facile aussi. Quand on vous dit par exemple qu'on va vous faire du porte-monnaie magique, vous n'allez jamais manquer de l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Les leaders religieux reconnaissent l'importance de la foi, mais mettent en garde ceux qui la manipulent. Il faut connaître ta religion. Celui qui ne connaît pas sa religion, il ne sait pas
Il ne connaît pas la grandeur de Dieu pour savoir que ça là, l'homme a sa limite. C'est telle personne qui peut connaître ça, c'est telle personne qui peut connaître ça. Il a des marabouts dans l'islam, alors que l'islam déteste marabout. Celui qui va dire, je vais te faire consultation, tu dis comment ton étoile est, comment l'avenir, soit le mariage que tu veux faire, soit si personne ne peut pas le faire, sauf les escrocs, c'est pour mentir, pour prendre vos argent. Un vrai guide spirituel enseigne la patience et la persévérance, pas le bonheur immédiat. La religion doit être un soutien, mais pas une marchandise. Certains imposent même des offrandes qui peuvent être faites par le devin comme par le consultant. Et donc, quand on parle de sacrifice, ça a un effet négatif sur la personne qui fait recours à ce sacrifice. Et en même temps, c'est la force agissante du devin qui est liée à l'alliance. Une alliance qui semble être, qu'on dit être profitable pour cette personne-là. Les traditions vaudoues sont souvent abusées par des charlatans. La vraie pratique respecte des principes éthiques. Il y a beaucoup de critères pour pouvoir reconnaître ces vendeurs d'illusions, mais il y a aussi des vendeurs d'illusions qui sont à 50% dans le domaine. Ils font tout pour recopier le vrai. Ils n'aiment pas investir dans le domaine pour connaître, mais ils aiment recevoir. C'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous retrouvons trop de faux dans ce domaine. Et c'est les clients eux-mêmes qui se tuent entre eux. Parce qu'on sait que celui-là, il maîtrise. Mais on sait que l'autre, il y a même des clients qui savent pertinemment que l'autre ne maîtrise pas. Et parce qu'il veut en faire une profession et rentrer dedans nouvellement, on fait tout possible pour pouvoir lui envoyer les clients. Non. Les réseaux sociaux montrent aussi un mélange de réserve et de méfiance face à ces vendeurs d'illusions. Les commentaires montrent que la société est bien consciente du phénomène. Les victimes de ces pratiques peuvent subir des dettes, du désespoir et une méfiance généralisée. Elles peuvent être